Allô tout le monde, donc on y va aujourd'hui avec les exercices de la section 5.1 sur la calorimétrie dans le chapitre 5. Donc ça va faire la différence si vous faites donc tous vos numéros donc pour l'examen, surtout les premiers numéros là, pour ne pas être mêlés donc pour les prochains. Donc on a 6 petits numéros donc aujourd'hui donc à faire dans notre capsule. Numéro 1, la dissolution du chlorure d'ammonium, NH4Cl, est un procédé endothermique. Quel est le signe donc de la chaleur de cette réaction? Bien, à savoir, il faut le savoir par cœur que lorsque c'est endothermique, donc le signe est plus. Donc ça, là, on se met ça en commençant donc l'examen là, en haut de notre examen, en quelque part. Puis lorsque c'est exothermique, donc c'est moins. On se rappelle que exothermique, la température monte sur le thermomètre, puis endothermique, bien, la température descend. Ça, c'est notre truc. Il faut comme le savoir par cœur encore plus. Donc, c'est sûr, donc le comprendre. Puis, c'est le contraire, donc d'un et l'autre. Fait que c'est sûr qu'ici, le signe serait positif, tout simplement. On nous dit au cours de la dissolution, la température du calorimètre va-t-elle augmenter ou diminuer? Bien, c'est sûr que si c'est endothermique, bien, endothermique, donc on a dit que la température allait diminuer. Donc, ça, il faut le savoir par cœur. Quel sera le signe de la chaleur, donc du calorimètre? L'affaire, c'est que nous, là, il faut vraiment donc comprendre que si c'est une réaction, donc endothermique. Là, je vous explique exo, puis après ça, je vais vous expliquer donc endo, donc après. Ça va être plus facile. Fait qu'admettons qu'on a un calorimètre, donc comme ça, on a l'eau, là, finalement, donc dedans. Je vous explique donc avec un petit thermomètre qui est à l'intérieur. Là, on y va avec l'explication de exo. Puis après ça, ben, avec de l'eau à l'intérieur, toujours un thermomètre dedans, je vais vous expliquer donc la différence avec endo. Pourquoi que je fais ça? Parce que c'est plus facile de comprendre avec exothermique. Fait qu'admettons que j'envoie donc un soluté, donc que je fais dissoudre là, mon NH4, donc Cl. Si, admettons, c'était donc exothermique, bien exothermique, bien c'est sûr que lors de la dissolution, le NH4Cl dégagerait donc la chaleur qui serait absorbée par l'eau. OK? Fait que ce qui fait en sorte que la réaction exothermique montrait sur le thermomètre une augmentation de température parce que l'eau absorberait, je vais écrire eau, absorbe, l'eau absorberait donc la chaleur. Contrairement à ça, si mon NH4Cl ben, fait descendre la température donc au thermomètre, ça c'est sûr, parce que dans ce cas-ci, nous autres, on est endothermique, ben, ça veut dire que c'est le contraire. Ça veut dire qu'au lieu que mon NH4Cl dégage de la chaleur, ben, mon NH4Cl absorberait ou absorbe, là, comme on veut, donc de la chaleur. Ah! Fait que c'est pour ça. Fait que si mon NH4Cl absorbe la chaleur qu'il y a dans l'eau, ben ça veut dire que l'eau ben, va dégager finalement, donc va donner son énergie donc thermique, sa chaleur, à mon NH4Cl, parce que ça va toujours du plus jusqu'au moins. Ça, c'est bien certain. Fait que ça veut dire que quel sera le signe de la chaleur du calorimètre? Bien, ça va être le contraire. Donc, il va être négatif parce que le calorimètre, bien, dans le fond, l'eau du calorimètre va dégager. Donc, il va comme envoyer donc, sa chaleur donc, ailleurs. Donc, ça, c'est une drôle de question. C'est pas une question qu'on va poser à l'examen. D, est-ce que le calorimètre absorbe ou dégage donc de l'énergie? Bien, le calorimètre, c'est sûr qu'il dégage donc de l'énergie puisqu'il fournit l'énergie nécessaire à la dissolution. Quand on parle du calorimètre, là, c'est l'eau, là, finalement, donc du calorimètre, qui va donner, dans le fond, sa chaleur pour que le NH4 puisse l'absorber. C'est tout à fait facile donc à comprendre avec la réaction exothermique. Numéro E, est-ce que la dissolution
du chlorure d'ammonium absorbe ou dégage l'énergie, bien là, c'est sûr que si le caloromètre dégage l'énergie, bien c'est sûr qu'on avait vu hein, que le NH4 absorbait cette énergie-là. Quelle formule permet de déterminer la chaleur du caloromètre? C'est Q qui est dégagé ou absorbé par le caloromètre. C'est Q est égal à MC delta T. Mais on spécifie hein, que c'est pour l'eau, pour l'eau, pour l'eau, donc pour le C, pour le M, pour le delta T. Dans ce contexte, quelle correspondance permet de déterminer la chaleur de dissolution? Bien, tout simplement qu'on avait dit que le calorimètre, bien, vu qu'il dégageait de l'énergie, dégage de l'énergie, puis que le NH4, pendant sa dissolution, absorbe de l'énergie, bien, dégage c'est moins, donc le caloromètre dégage, donc devient négatif, et le Q, donc, absorbe. Mais nous, là, on ne changera pas, on ne fera pas ce changement de signe-là. Nous, là, on n'ira pas tout le temps changer le plus pour le moins pour le plus, à regarder c'est qui est absorbé, lequel qui est dégagé. On va mettre notre signe toujours, toujours, toujours à la fin, bing bang, ce qui va faire en sorte qu'on va beaucoup moins se tromper. Donc, j'y vais avec une méthode vraiment plus facile, puisque les années passées, là, tout le monde m'était mêlé, c'était vraiment fatigant. Numéro H, quelle loi permet d'expliquer les fondements des calculs de calorimétrie? Bien, c'est la loi de la conservation de l'énergie, parce que l'énergie qui est absorbée par la dissolution du NH4Cl, bien, provient en quelque part, provient finalement du calorimètre, de l'eau finalement, donc du calorimètre, qui va là, finalement donc lui donner donc cette énergie-là. L'énergie ne se perd pas ni ne se crée pas, elle va tout simplement se transformer. Le I, quelle quantité donc d'énergie est associée à la dissolution d'une masse de 20 grammes de chlorure d'ammonium? Chlorure d'ammonium, hein, c'est du NH4Cl, comme on a dit là en haut. Pour répondre à la question, ben, on consulte donc l'annexe 9. Moi, c'est sûr que je vais toujours, toujours, toujours donner la chaleur molaire, mais sachez que dans votre cahier d'activité, à la fin, vous allez retrouver donc des annexes pour vous donner la chaleur molaire de dissolution de toutes les substances, parce que c'est une propriété caractéristique. Ah, fait qu'en allant calculer la chaleur molaire d'une substance, vu que c'est caractéristique, on peut très bien donc l'identifier. Fait qu'on nous dit que la chaleur molaire du NH4Cl, tiens, son delta H est de 14,8 kJ par mol. Puis nous, ben, on veut savoir, ben là, c'est pas pour une mole. Si j'ai 20 grammes, ben, comment l'énergie va être associée à combien? Donc, l'énergie va changer, donc à combien de kilojoules pour 20 grammes? Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire un petit jeu donc, de produits croisés. Donc, si j'ai 14,8 kilojoules par mol, bien ça, c'est la même chose que 14,8 kilojoules sur une mol. On s'en fout là, des positifs, des négatifs, là, on ne traîne pas ça. Ça équivaut à 14,8 kilojoules hein, sur 53,50 grammes. Ah, je suis allée chercher dans mon tableau périodique. La masse molaire du NH4Cl, ça donne aux alentours de 54. Mais moi, je ne veux pas l'avoir pour une mole qui correspond à 53,50 grammes. Je veux l'avoir pour 20 grammes. Fait que ça veut dire que super facile, je vais aller faire donc mon produit croisé. Donc, je vais multiplier donc les deux chiffres finalement là, qui sont obliques. Je divise par mon tirogère qui va donner donc ici 5,53 kilojoules. Donc, ça va être pour 20 grammes. Tout simplement, donc produit croisé, il faut être à l'aise avec ça, c'est un bon numéro. On nous dit, dans un calorimètre contenant un volume, une masse d'eau, hein, on le sait que si j'ai 150 ml d'eau, ben j'ai 150 grammes d'eau, parce que la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. Fait que juste pour l'eau seulement, ben 1 gramme est égal à 1 millilitre. Donc, ça, il faut le savoir. Dans ce calorimètre-là, dont on a mis donc 150 millilitres d'eau, hein, donc j'ai un calorimètre comme ça, j'ai mis 150 millilitres d'eau, je vais aller dissoudre une masse de 13,14 grammes de bromure de lithium. Ça, c'est pour le LiBr. Fait que, tu sais, je l'envoie comme donc là-dedans, puis j'ai mis donc un thermomètre, là, normalement. Elle note que la température, oh, j'ai une belle variation de température qui a passé de 25 à 37 degrés Celsius. Premièrement,
En A, je vais aller chercher la quantité d'énergie absorbée par l'eau. Quand on vous demande l'énergie, c'est tout le temps Q est égal à MC delta T. Vous n'êtes pas obligé d'écrire OOO, là, juste MC delta T, là, ça c'est bien correct. Fait que ça va être la masse de l'eau, la capacité thermique massique de l'eau que je vais toujours vous donner, 4,18, 4,19, ça dépend des livres, fois la variation de température. Et on le sait, hein, que la variation de température, c'est la température finale moins la température initiale. Je soustrais là, finalement donc les deux. Donc, c'est ça que je vais faire. Je peux directement écrire donc ma réponse, là, 37 moins 25, qui va me donner donc ça ici, 7542 joules, ou si je veux l'avoir en kilojoules, je vais tout simplement donc diviser donc par 1000. Et on s'en fout, donc jusqu'à date, là, des positifs, des négatifs, là, ça ne nous dérange pas. C'est pas ça donc qu'on veut savoir donc tout de suite. En B maintenant, là, on veut savoir la chaleur molaire de dissolution de cette substance-là. J'aime pas ça comment ils font ça, eux autres. Nous autres, on va y aller avec la formule beaucoup plus efficace, Q sur N. Fait qu'on a déjà finalement donc notre Q qui était de 7,54 kilojoules, comme ça, donc kilojoules. Puis ensuite, pour aller chercher le N, on sait que c'est M sur M. Fait qu'on va faire la masse qu'on utilise là, de notre LIBR, 13,4 grammes. On va diviser, dans le fond, par sa masse molaire que je vais aller chercher dans mon TP, dans mon tableau périodique, qui est de 86,84 donc, grammes. Puis, ça va me donner finalement donc mon nombre de moles. Ce nombre de moles-là, qui est de 0,1543 moles, gardez-vous beaucoup de chiffres là, finalement, donc après la virgule. Tout ce que j'ai à faire pour aller calculer donc ma formule finale, c'est que je vais aller mettre mon nombre de moles ici que j'ai calculé, moles. Je divise finalement donc les deux chiffres et ça me donne donc ma réponse finalement qui est en bas, 48,9. Puis c'est sûr que c'est des kilojoules divisés par des moles, ce qui fait en sorte que j'ai ma réponse. Et pourquoi que j'ajoute donc un négatif? Négatif, ça veut dire que c'est exothermique. Puis pourquoi que c'est exothermique? Bien, c'est parce que nous, notre température, regardez bien, là, notre température a passé de 25 à 37 degrés Celsius. Fait qu'elle a monté. Fait que c'est ça qui détermine que la température a monté, c'est exothermique. Fait dans ce temps-là, je rajoute un moins. Je ne veux pas que vous mettiez des signes partout, 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 comme ils font. Eux autres, ils font un produit croisé au lieu de faire les deux formules. Là. On met juste le signe à la fin, puis le tour est joué. Si maintenant, on me demande, hey, je ne veux pas la chaleur molaire, mais mon delta H, là, à la place, là, je veux des kilojoules par gramme. Je veux la chaleur massique. Fait que tout ce que vous avez à faire, donc, c'est un beau produit croisé. Ou qu'est-ce que vous avez à faire aussi, encore plus facile, je l'explique donc des deux manières. Chaleur molaire, on fait Q divisé par la masse. Donc, on va tout simplement aller faire donc l'énergie qui est de 7,54 kilojoules. Je divise par ma masse qui est de 13,4 grammes et ça va me donner tout le temps un plus petit chiffre, hein? Donc négatif parce que là, on le sait là, que c'est exothermique, 0,563 kilojoules par gramme. Ou on fait le produit croisé. Tu sais, on le sait là, que ça donne 48, admettons, 9 kilojoules par mol. Donc, on va aller chercher donc, notre nombre de moles, donc comment qu'on en a, puis on fait donc le produit croisé, donc admettons pour transférer donc en chaleur massique. Donc, on pourrait très bien faire ça donc aussi, ça c'est sûr. Donc, ça c'est bien certain parce que nous, on le sait que la quantité là, qu'on a pour une mole. Mais j'aimerais ça que vous travaillez tout le temps avec la formule, là, ça va être vraiment plus facile. Écrire l'équation, bien, vu que c'est exothermique, c'est soit que je sors le delta H de ma formule puis que j'écris, dans le fond, un négatif, ou, bien, vu que c'est exothermique, mon énergie, je vais la mettre pas du côté des réactifs, mais du côté des produits. Fait que là, on vient de faire, donc, un numéro. Numéro 2, là, on est rendu au numéro 3. Au cours d'une réaction, la température s'élève. Et ça, c'est important là, de prendre ça en note.
Elle s'élève de combien? On a une variation de température de 18 dans un calorimètre qui contient de l'eau. Ça, c'est la masse de l'eau. On sait que la masse de l'eau, si j'en ai 200 millilitres, c'est 200 grammes. Quelle est la chaleur molaire ou la chaleur? Non, c'est pas la chaleur molaire, c'est la chaleur de cette réaction si on considère tout le temps. Là, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de perte d'énergie là, dans l'environnement. Fait que dans le fond, j'y vais avec Q est égal à MC delta T. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est la masse de l'eau fois la capacité thermique massique de l'eau fois la variation de température, tiens. Fait que j'ai là, finalement donc mon chiffre. Fait qu'on veut là, tout simplement donc avoir donc, notre résultat en joules. Pourquoi que ça donne des joules en passant, là, c'est que les grammes s'annulent, degrés Celsius, ça s'annule, il reste des joules. Mais si on veut l'avoir en kilojoules, bien, c'est sûr qu'on va donc diviser donc, par 1000. Étant donné que la température s'élève, bien, c'est sûr que c'est exothermique. Fait que ça veut dire que si c'est exothermique, ben, tu sais, ça va comme être négatif là, pour la chaleur, là, finalement, donc de réaction. Nous, on ne fait pas nos changements de signe comme ça. On fait juste écrire le petit moins tout simplement à la fin. On ne change pas de signe pour changer de signe pour changer de signe. On met le signe donc négatif qui signifie exothermique. Numéro 4, on nous dit en dissolvant une masse de 5 grammes dihydroxyde donc de potassium, donc j'ai comme boqué là, sur le di, dans une masse d'eau, une quantité d'eau là, qui pèse 100 grammes, parce que c'est 100 millilitres d'eau, à une température de 24 degrés Celsius, on constate, c'est ma température initiale, que l'eau s'élève jusqu'à une température finale de 36,20. Fait que j'ai une élévation de température. Fait que moi, qu'est-ce que je vais aller chercher? C'est la chaleur molaire. Ces numéros-là, là, vraiment des bons numéros, donc pour l'examen. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va avoir à faire? On veut calculer à la fin le delta H. J'aime mieux y aller donc avec les formules comme ça, c'est pour ça que je vous le fais. Donc, le corrigé, lui, on dirait qu'il veut y aller avec les produits croisés. Là, c'est un peu gossant. Pour aller chercher mon Q, donc en premier, donc je vais aller faire ma formule Q est égal à MC delta T. Donc, comme ça, donc ici, fait que je vais faire la masse de l'eau, la capacité thermique massique de l'eau, la variation de température de l'eau. Vous pouvez déjà donc écrire là, finalement donc votre chiffre. Là. Tu sais, admettons, là, vous faites 36 moins 24, donc vous pouvez tout simplement aller écrire là, 12 degrés Celsius, donc déjà. Je ne veux pas de signe tout de suite, je vais avoir les signes à la fin. On le sait que quand on multiplie, qu'est-ce qui nous reste, c'est les joules, mais si on veut le mettre en kilojoules pour tantôt, bien, on divise donc par 1000. On ne fait pas les changements de signe pour rechanger de signe, pour rechanger de signe. On sait que vu que la température donc s'élève, c'est exothermique. Puis exothermique, bien, c'est sûr que c'est un moins. Maintenant, comme deuxième étape, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'aller calculer donc le nombre de moles. Fait que nombre de moles, là, c'est la masse sur la masse molaire. Fait que moi, je le sais que, puis en passant, là, cette formule-là, là, le N, c'est tout le temps pour la substance dissous. C'est pour, dans le fond, notre là, hydroxyde donc de potassium, là, pour notre KOH. Puis la formule en premier qu'on a utilisée, Q est égal à MC delta T, c'est toujours pour l'eau. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ma masse que je dissous, c'est 5 grammes. La masse molaire, donc, de cette substance-là, ben, c'est sûr que c'est 56, on pourrait l'arrondir là, vraiment à plus, donc arrondi, là, 56,11 grammes par mol. Hein? Puis si on divise donc les deux, 5 divisé par 56, donc 0,11, ça va nous donner 0,08911. On met des chiffres là, pas mal là, pour que ça soit précis. Mol. Fait que ça, là, c'est notre nombre de moles. Donc ici, tout ce qu'il nous reste à faire, donc maintenant, c'est d'aller diviser les deux. On va essayer de se trouver donc de la place. 5,11 kilojoules divisé par mon nombre de moles qui est 0,08911 moles. Si je divise les deux, 5,11 divisé donc par ma réponse finalement donc de tantôt, qui va nous donner 57,3
kilojoules par mol. Et je rajoute le négatif pour dire finalement que c'est négatif. Si on veut écrire ça dans l'équation, bien, on a deux choix. Soit ce choix-là, ou soit ce choix-là. Moi, je vais toujours vous donner l'équation balancée. Ce n'est pas à vous là, à inventer l'équation. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de rajouter le delta H ici, puis mettre un petit négatif, c'est exothermique, ou d'aller rajouter à l'intérieur de l'équation l'énergie. Si c'est endothermique, c'est du côté des réactifs. Si c'est exothermique, ben c'est sûr que c'est du côté, comme là ici, donc des produits. Fait qu'on va aller rajouter notre nombre de kilojoules. Et en passant le delta H, là, ça serait le fun de préciser que c'est pour une mole. Puis ici, ben, pas besoin, là, parce qu'on sait que c'est déjà donc pour une mole. Il va nous rester, dans le fond, numéro 5 et 6. On y va maintenant avec le numéro 5. On nous dit, donc, Ricardo dissout une masse de nitrate de potassium dans 0,5 litres d'eau. Donc, ça, c'est notre volume d'eau, c'est notre masse finalement, donc d'eau. Puis l'autre, ben, c'est le nitrate, là, finalement, donc de potassium. Il note alors que la température diminue. Donc, température baisse d'une variation de température de 1,5 degrés Celsius. Fait que finalement, on s'en fout là, à quelle température au début qu'on était. On sait que ça baisse de 1,5 donc degrés Celsius. Nous, on veut savoir donc la chaleur molaire de la dissolution du nitrate donc de potassium. Fait que pour notre nitrate donc de potassium, donc qu'est-ce qui est important donc de savoir, c'est le delta H, donc de savoir notre formule. Donc Q finalement donc sur N. On va aller commencer en premier par aller chercher donc Q est égal à MC delta T avec notre formule là ici. Donc premièrement, Q est égal à MC delta T. On se rappelle que Q est égal à MC delta T, c'est tout le temps pour l'eau. La masse de l'eau, la capacité thermique massique de l'eau, puis la variation de température, et on ne met pas de signe tout de suite. On ne fait même pas de changement de signe. On va juste mettre notre signe à la fin, tout simplement. Puis pourquoi qu'à la fin, ça me donne un positif? Ben, c'est sûr, donc c'est parce que la température diminue. Fait que si la température diminue, ben c'est endothermique, endo en dedans, fait que c'est pour ça que c'est positif. Et en passant, le nitrate de potassium, moi je vais toujours vous le dire, là, c'est du KNO3. Hein? Fait que c'est pour ça là, que pour aller chercher la masse molaire, là, ça va être utile. Fait qu'on commence avec Q est égal à MC delta T. C'est sûr que les grammes et les grammes s'annulent, les degrés Celsius et les degrés Celsius s'annulent. Ça me donne ma réponse, donc ici, donc en joules. Tantôt, nous, à la fin, on le veut toujours en kilojoules par mol, fait qu'on va aller le diviser donc par mètre. Ça, c'est notre premier calcul. Notre deuxième calcul, ben, ça va être notre calcul, puisque notre premier, là, c'est pour aller chercher donc notre Q. Notre deuxième, ça va être pour aller chercher donc notre N, puis on va faire donc la division finalement donc des deux. Notre N, eux autres, ils font ça toujours en produit croisé. Mais moi, j'aime pas ça. J'aime mieux remplacer ça par N est égal à M sur M. Comme ça, on n'a pas besoin de se poser des questions. Ça, c'est toujours pour notre substance qu'on fait réagir, qu'on fait dissoudre, qu'on neutralise, tu sais, peu importe, là, qu'on dissout, comme on veut. Fait qu'on va y aller donc avec la masse utilisée. On utilise 9,6 grammes de nitrate de potassium. Dans notre tableau périodique, ben, c'est sûr qu'on va chercher la masse molaire du nitrate de potassium, qui est 101,11. On peut l'arrondir à 101 là, grammes par mol. Hein? Puis ça va nous donner, si on divise notre 9,6 par 101,11, ça va nous donner 0,09494. C'est mol. On met plein de chiffres là après la virgule. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est que on prend notre chiffre de notre Q, donc le 3,14 kilojoules, on divise par notre nombre de moles qu'on recopie, puis on écrit, là, c'est sûr, donc les unités, donc 3,14 divisé par notre réponse, donc de tout à l'heure, qui va nous donner 33,1 kilojoules divisé par des moles. Donc, kilojoules par mol, et on rajoute le signe, tout dépendant si la température a monté, si la température a descendu. Nous autres, on voulait savoir le pourcentage d'erreur, donc avec notre résultat expérimental ici.
expérimentale qu'on a calculée au numéro A est théorique. Bon, fait que pour aller chercher donc notre chaleur molaire de dissolution théorique, on n'aura pas à faire ça à l'examen, là. On va chercher donc dans l'annexe 9. Dans l'annexe 9, ben, le résultat, la valeur donc théorique est de, au lieu de 33,1, c'est 34,9. On n'est pas pire, hein, laboratoire, on a presque réussi. On veut savoir notre pourcentage d'erreur. Fait que tout ce qu'on va avoir à faire, donc, c'est de faire la valeur théorique, donc qui est 34,9 moins la valeur expérimentale, comme on a fait dans notre rapport de laboratoire, divisé par la valeur théorique fois 100, puis c'est pas si pire, on s'est trompé juste de 5,16 %. Mais ça, il y aura passé à l'examen, là, les calculs de pourcentage d'erreur. On y va donc avec le numéro 6. Fait qu'on a Raphaël qui dissout une masse de sulfate de cuivre, CuSO4, de 4,10 grammes dans une masse d'eau de 250 millilitres ou 250 grammes. On veut savoir donc la chaleur d'énergie qui intervient dans cette réaction-là. Quand on parle de quantité d'énergie dégagée ou absorbée ou de chaleur dégagée ou absorbée, finalement, donc c'est le Q. Donc, Q est égal à MC, donc delta T. Fait que dans le fond, nous autres, qu'est-ce qu'on a donc à aller donc calculer? Ah, on veut consulter aussi donc l'annexe 9. Étant donné qu'on n'a pas la variation de température, fait qu'on ne peut pas, là, dans le fond, là, aller faire comme d'habitude, là, Q est égal à MC delta T. On n'a pas, donc, la variation de température. Ça, il n'y en aura pas à l'examen, donc, comme ça. Fait qu'on va aller chercher, dans le fond, dans notre annexe, donc, la chaleur molaire, donc, de dissolution, la propriété, donc, caractéristique. Puis on sait qu'on est censé trouver, donc dans notre table de valeur, que la dissolution du sulfate, donc de cuivre, est de 67,7 kJ par mol. Autrement dit, 67,7 kJ pour une mol. Comme ça, donc ici. Sauf que nous, ben, on le sait que dans notre tableau périodique, comme ça ici, une mole dans le tableau périodique de CuSO4, si je vais chercher la masse molaire donc d'une mole, hein, ça c'est bien évident, ça donne 159,62 grammes par mole. Fait que ce qui fait en sorte que si moi, je veux le savoir pour... Oh, c'était grammes, hein, excusez. Donc, je me demandais qu'est-ce que je faisais là, là. Donc, grammes. Donc, ici, là, c'est en grammes. Je ne sais pas pourquoi que j'ai mis donc par mol, mais oui, donc c'est vrai que c'est par mol, mais tu sais, ça ne dérange pas bien, bien, on n'est pas obligé. Donc, moi, si je veux le savoir pour 4,10 grammes, ben, je vais aller faire tout simplement mon produit croisé. Fait que c'est ça qu'ils ont fait, donc eux. Donc, ici, là, ils ont fait 4,10 fois mon 67,7. Je divise par mon 159, hein, c'est mon calcul qu'il y a là, qui va me donner mon 1,74, c'est sûr, donc kilojoules. Fait qu'on a mis tout simplement un négatif parce que dans notre annexe, ben, on avait vu que c'était exothermique, puis il nous avait déjà mis donc un négatif. C'est pas moi, là, finalement, qui l'a inventé. Quelle est la variation de température maintenant du solvant en considérant qu'il n'y a pas de perte d'énergie? Fait que finalement, dans ma formule, Q est égal à MC delta T. On est allé isoler donc le delta T en faisant Q divisé par M fois C. Fait que tout ce qu'on a à faire, donc c'est le Q qu'on va mettre en joules, hein? Ça, c'est bien sûr. Fait qu'on a comme fait fois 1000 là, à ma réponse donc de mon A. Ma réponse en A, là, on se rappelle, là, c'était 1,74 kilojoules. Fait que c'est pour l'avoir en joules, donc j'ai fait donc fois 1000. Je divise par la masse de l'eau, parce que Q est égal à MC delta T, c'est tout le temps pour l'eau, divisé par la capacité thermique massique de l'eau. Puis quand on divise, donc on pitonne comme faux, et ça va me donner ma variation donc de température. Donc, c'est tout finalement donc, pour cette capsule-là.